Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Débutons ce journal par la situation sécuritaire au Niger qui est au cœur des débats, notamment avec la dernière attaque terroriste à Makolondi où 2 gendarmes ont été tués et d'autres blessés. À l'est de la région de Difa également, la situation n'est pas aussi reluisante, d'où cette analyse de Al-Qasim Abdraman, observateur de la scène politique. On ne peut pas parler de la recrudescence en ce sens que quand on compare à ce que le pays a connu à partir de 2015 ou un peu avant jusqu'à cette date, vraiment maintenant on peut dire que c'est un calme relatif, ça s'est un peu calmé. Mais seulement ce qu'on peut constater est que malgré la faiblesse du pays du point de vue économique, militaire et sécuritaire, il est aussi entouré d'autres pays qui sont plus faibles que lui de ce point de vue. Puisque quand nous prenons le cas du Mali, aujourd'hui au Mali, il n'y a pas d'État. Donc l'État n'existe plus, le Mali ne peut plus sécuriser ses frontières. C'est pas possible. Du côté du Burkina, voilà c'est à quoi on arrive après la chute de Blaise. L'appareil sécuritaire en tant que tel a été complètement changé. Les hommes qu'on amène pour gérer cette situation n'ont pas les réseaux, n'ont pas les contacts, n'ont pas les renseignements nécessaires. Ce qui contribue à déstabiliser la situation au niveau du Burkina et par ricochet aussi, ça déstabilise le Niger. On a vu ces derniers temps même, nos FDS, ils sont allés jusqu'à faire une incursion de l'autre côté du parc de Douboulbé pour essayer de gérer un peu la situation. Bon, après, on a constaté ce qui s'est passé récemment à Makolondi, mais dans tous les cas, c'est une résultante des opérations qu'ils sont en train de faire de l'autre côté, puisque le Burkina aujourd'hui est incapable de gérer sa situation. Vous avez de l'autre côté de l'est du pays, le Nigeria, les géants à pays d'argile, puisque aujourd'hui le Nigeria est incapable de placer des militaires le long de la frontière du Niger, le long de la frontière avec le Tchad ou le Cameroun. Ce qui fait que nos forces sont obligées de ratisser à l'intérieur de leur territoire et peut-être aussi aller de l'autre côté, ce qui est extrêmement difficile vu les faibles moyens financiers et du point de vue matériel aussi de ces forces de défense et de sécurité. Et je pense que c'est ça qui constitue franchement le problème aujourd'hui de l'État du Niger du point de vue sécuritaire. Le problème c'est le Nigeria, le problème c'est le Mali et le problème c'est le Burkina. Al-Qasim Abdraman, que vous retrouverez plus en détail à la fin de ce journal-là. Les audiences foraines, le fichier biométrique et les échéances électorales ayant fait l'objet d'un point de presse animé par le président de la CENI le 16 novembre dernier a suscité la réaction de certains acteurs concernés. Le point dans ce reportage a signé Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Le processus électoral dans le pays était au centre des sorties médiatiques du président de l'institution en charge des élections, la CENI, le 16 novembre dernier. Une sortie qui est diversement appréciée aussi bien par les acteurs politiques que ceux de la société civile nigérienne. Nous félicitons la CENI, le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice et pour la judicieuse, en tout cas, trouvaille trouvée pour permettre aux Nigériens qui n'ont pas les pièces d'état civil de les avoir. Parce qu'au-delà de la question électorale, et ça permettra aux uns et aux autres d'avoir un outil indispensable. Je trouve son intervention inopportune. Inopportune dans le sens où le fondement, sa raison d'exister en tant que président de la CENI, c'est le code électoral. Et le code électoral fait polémique. Et même le gouvernement est d'accord, il reconnaît qu'il y a un problème et qu'il faut négocier. Parce que tous les codes électoraux que le Niger a connus ont fait l'objet d'un consensus de la classe politique. Et du fait que le fondement même de la CENI est problématique, il aurait dû attendre cette révision-là. Au cours de cette rencontre avec la presse, le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est longuement appesanti sur les audiences foraines, le fichier biométrique et les échéances électorales à venir.
des sujets à polémique. Les gens, ils spéculent par rapport au cahier de charges, pas au cahier de charges de ce que certains opérateurs ont proposé probablement. Chacun, c'est en fonction des moyens et de la technologie utilisée. C'est ça qui peut déterminer le nombre de mois nécessaires pour avoir un fichier. Parce que le fichier, c'est pas uniquement la période où on va faire l'enrôlement. Le fichier, c'est aussi les préparatifs. Donc les préparatifs ont commencé, je pense, depuis l'installation de la CENI en 2017. Donc c'est un peu ça peut-être la confusion qu'il y a. Et je pense que c'est en fonction de ce que l'opérateur technique qui sera choisi va proposer. Et je pense qu'ils ont donné le cahier de charges pour que les opérateurs soient dans les délais, donc finir le fichier au plus tard au premier trimestre 2020. Les gens connaissent la complexité qui sous-tend le fichier biométrique. C'est d'abord énormément d'argent. Et même l'audience foraine, en principe, l'audience foraine n'est pas une prérogative de la CENI. Le fichier biométrique, c'est de l'argent. Il a dit ça sur quelle garantie? C'est le Niger qui va financer le fichier biométrique ou c'est des barres de fonds? Si c'est les barres de fonds, c'est aléatoire. Parce que le fichier biométrique ne réalise pas une nécessité. On n'en a même pas besoin. Parce que la base d'un fichier biométrique, c'est l'état civil. Notons que l'opposition politique, elle, attend des consultations et concertations entre ses différents membres afin de dégager une position commune sur les sujets ayant fait l'objet de la sortie médiatique du président de la CENI. Bientôt, quelques espèces de girafes de Kouré vont être transportées dans la réserve de Gadabéjis dans la région du Maradi. Un projet expérimental en vue de préserver ces dernières girafes au monde. Précision avec le lieutenant-colonel Mohamed Irou. Il est le secrétaire général du syndicat des agents des forêts et faune, joint au téléphone depuis Birningaouré par Hassan Saleh Mustafa. Au fait, il ne s'agit pas de délocaliser ces girafes-là, mais il s'agit plutôt d'un projet de translocation. Voilà comment est intitulé le projet. C'est un projet de translocation. L'objet consiste à décongestionner, en tout cas, la réserve de Kouré, qui, comme vous le savez, est en surpopulation. La population de ces girafes au niveau de Kouré, actuellement, est en train de croître de jour en jour, alors que la superficie est toujours la même. Ce projet consiste à prendre quelques spécimens de ces girafes-là pour les amener dans une réserve de faune au niveau de la réserve de Gadabéji, qui se trouve être aussi, en tout cas, une réserve où, de par le passé, d'après l'arrêté 3120 SE de 1955, on a constaté, en tout cas, la présence de ces girafes-là, de par le passé. Donc, il s'agit maintenant d'amener un spécimen de 10 individus pour essayer de voir s'ils arrivent à survivre au niveau de ce biotope-là. Et pour cela, toutes les conditions sont créées pour qu'il y ait un transfert dans des conditions, en tout cas techniques, normales, pour qu'on puisse essayer de voir s'ils peuvent survivre là-bas. Ça veut dire quoi? C'est une manière de pouvoir sauvegarder ces individus. C'est-à-dire, en cas de maladie, en cas d'épidémie, vous savez, ici, ils sont regroupés dans un seul endroit, ils peuvent être décimés en un seul instant. Donc, c'est une mesure préventive, en quelque sorte. C'est une mesure préventive qui est en train d'être faite. Et, comme je vous ai dit, c'est une phase pilote de ce projet-là. C'est pas tous les individus qui vont être transférés là-bas qu'on veut faire entendre certains. C'est une partie, c'est un spécimen de 10 individus qui vont être prélevés et amenés dans la réserve de Gadabéji pour une phase test. Au cas où le test s'avère concluant, maintenant le trop plein, en tout cas de ces individus, peut de temps en temps être transféré au niveau de cette réserve-là. Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, le transfert a déjà commencé? Le transfert n'a pas encore commencé parce que, comme je vous ai dit, il y a d'abord une phase préalable à faire, ça veut dire le conditionnement. Vous savez que ces animaux vivent à l'état sauvage. Maintenant, il va falloir en tout cas les habituer aux conditions de domestication. Il a déjà été commencé en tout cas à faire des abris qui vont leur permettre en tout cas
de s'habituer à cette nouvelle vie, notamment pendant le transport et aussi pendant, en tout cas, le séjour qu'ils vont faire dans leur nouvelle localité. Donc, il y a des techniciens qui travaillent en la matière, il y a des techniciens qui vont, des experts auxquels on va faire appel, qui sont de l'extérieur de l'Afrique du Sud, qui vont venir faire le travail pour pouvoir, en tout cas, faire le transfert dans de très bonnes conditions. Parlons à présent du temps qu'il fait. En effet, on assiste à l'installation progressive de la saison froide qui se caractérise par la suspension de poussière, un temps qui n'est pas sans conséquence sur plusieurs plans. Le reportage. Puisqu'on vient de sortir de la saison pluvieuse, c'est-à-dire que le sol a perdu son taux d'humidité, donc le sol s'est suffisamment assez asséché, et donc ces vents-là sont suffisamment importants pour soulever la poussière et l'injecter dans l'atmosphère, et ce qui va contribuer à avoir cette atmosphère-là qui est brumeuse avec des réductions de visibilité. Ainsi s'explique la suspension de brume de poussière qui s'observe depuis le vendredi dernier sur la capitale Niamey et certaines régions. Des brumes de poussière qui réduisent souvent la visibilité. Il faut savoir que nous sommes pendant la période froide, pendant la saison sèche froide, et que climatologiquement, on a l'habitude d'observer de la suspension de poussière sur le pays, donc qui va du mois de novembre jusqu'au mois de mai. Donc cette suspension de poussière-là, dont on est en présence actuellement, c'est ce qu'on appelle une brume de poussière. Ce dont il est cas actuellement, c'est une brume de poussière qui est due à une injection des particules de sol dans l'atmosphère, mais de façon naturelle. Donc, dont l'action ou le déclencheur n'est pas essentiellement dû au vent. Donc, c'est une injection naturelle des particules de poussière dans l'atmosphère et qui est observée actuellement. Donc, cette suspension de poussière-là, depuis le vendredi et depuis le samedi jusqu'à aujourd'hui, elle a persisté quand même sur certaines localités du pays, telles que la région du Niamey. Et donc, ceci est tout simplement dû à une stabilité de l'atmosphère. L'installation progressive de la saison froide qui se caractérise par des suspensions de poussière a des conséquences sur plusieurs domaines. Il est donc nécessaire de prendre des dispositions. C'est démontré par la science que cette suspension de poussière-là, elle a des conséquences pour la plupart qui est sanitaire. Et donc, généralement, nous, quand on fait nos prévisions, nous conseillons toujours les gens à prendre des précautions parce que ça ne touche pas que la santé, ça touche aussi certaines activités socio-économiques qui peuvent être impactées du fait qu'il y a de la suspension de poussière. Un vendeur qui étale sa marchandise dehors doit également protéger sa santé parce que s'il ne le fait pas, il aura des conséquences sur sa santé et également ça aura des conséquences sur sa marchandise. Donc ça a des conséquences, on les connaît, sur la santé humaine, telles que la respiration. Ça a des conséquences dans le domaine du transport parce qu'il y a une réduction de visibilité qui est là, donc il faut être prudent lorsqu'on conduit. Ça a des conséquences sur l'agriculture maraîchère par exemple. Il y a des plantes qui ne supportent pas ces dépôts de poussière-là sur leur feuillage. Donc cette suspension de poussière, elle a des conséquences avérées dans beaucoup de secteurs socio-économiques. Cette suspension de poussière avec renforcement de vent vont s'observer sur les régions de Zender, Difa et l'Aïr du 20 au 22 novembre prochain et du 23 au 24. Cette situation s'observera sur l'ensemble du pays. La vigilance doit donc être de mise. Conférence de presse ce matin au CCFN Jean Roucha de Niamey sur le Festival des Arts de la Scène Émergence. Ce festival est à sa 11e édition et se tiendra du 19 au 24 décembre prochain. Le compte-rendu de Abdul Razak Léo et Aboubakar Sele. Cette conférence de presse porte sur le Festival des Arts de la Scène Émergence. Il en est à sa 11e édition et se tiendra du 19 au 24 novembre 2018 à Niamey. Pour cette 11e édition, nous avons élaboré un certain nombre d'activités qui dépassent largement ce que nous avons coutume de faire. Il y a eu d'abord la création d'un espace, créer un lieu, un site propre au festival. Et surtout, le faire exister et mieux l'embellir. Ça a été la première chose que nous avons entamée. Mais ça a commencé vraiment il y a plusieurs mois.
Après, les formations, parce que Emergence a toujours été, en tout cas sur de nombreuses éditions, des formations qui commencent avant le festival, qui continuent pendant le festival et même certaines formations après le festival. Et pour cette année, on a aussi élaboré quelques formations. La première formation, c'est la formation en batik, qui sera animée par Ali Kokou du Togo. Malheureusement, le bus est quelque part dans la ville. Il va arriver. Et cette formation est donnée à l'intention de nos sœurs, de nos mamans de quartier qui font déjà ce travail-là. Mais l'idée, c'est de les outiller pour mieux faire la promotion de nos activités. C'est-à-dire ce qu'elles vont produire, ce sera des gadgets qui parlent du festival ou des t-shirts qui peuvent promouvoir le festival ou ce que l'artiste fait. Elles peuvent contribuer à cela. Ensuite, il y a la formation en jeu d'acteur. C'est une formation donnée par Sabrina Perret, que vous allez découvrir tout à l'heure, à l'intention de jeunes comédiens nigériens en devenir. Au programme, théâtre, formation, conférences, marché artisanal, mais aussi des concerts sur les dunes de Sénon. Nous avons, à part le jour de l'ouverture, c'est-à-dire aujourd'hui où il n'y aura qu'un seul spectacle, nous avons tous les soirs 2 pièces de théâtre à l'espace culturel Arène Théâtre à Sénon. Et à partir de mercredi, ces 2 pièces de théâtre seront suivies de concerts. Donc il y aura Tal National mercredi. Jeudi, plusieurs artistes interviennent. On a Jonel, Fiaxi, les Tigresses d'Amanzo, ce sont des groupes de danse. Un comique aussi, c'est nos 50%. Vendredi, excusez-moi, c'est le groupe Toumastine, un jeune groupe de Touareg. Voilà. Et samedi, c'est le groupe Zabda qui nous vient du Burkina. Bien sûr, tous ces concerts sont en live, sous les étoiles et sur la dune de Sénon. Plusieurs pays participent à cette 11e édition, comme le Bénin, le Niger, le Togo ou encore la Belgique. Des artistes sont au programme, Tal National, Jonel, Ablassé, Fiaxi ou encore Toumastine, qui joueront en live à Sénon. Les entrées sont gratuites. Nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal consacrée à la situation sécuritaire au Niger, qui est au cœur des débats, notamment avec la dernière attaque terroriste à Makolondi où 2 gendarmes ont été tués. À l'est également, dans la région de Difa, la situation n'est pas reluisante. D'où cette analyse de Al-Kassoum Abdraman, observateur de la scène politique. Très bonne réception. On ne peut pas parler de la recrudescence en ce sens que quand on compare à ce que le pays a connu à partir de 2015 ou un peu avant jusqu'à cette date, vraiment maintenant on peut dire que c'est un calme relatif, ça s'est un peu calmé. Mais seulement ce qu'on peut constater est que malgré la faiblesse du pays du point de vue économique, militaire et sécuritaire, il est aussi entouré d'autres pays qui sont plus faibles que lui de ce point de vue. Puisque quand nous prenons le cas du Mali, aujourd'hui, au Mali, il n'y a pas d'État. Donc l'État n'existe plus. Le Mali ne peut plus sécuriser ses frontières. Ce n'est pas possible. Du côté du Burkina, voilà c'est à quoi on arrive après la chute de Blaise. L'appareil sécuritaire en tant que tel a été complètement changé. Les hommes qu'on amène pour gérer cette situation n'ont pas les réseaux, n'ont pas les contacts, n'ont pas les renseignements nécessaires. Ce qui contribue à déstabiliser la situation au niveau du Burkina et par ricochet aussi, ça déstabilise le Niger. On a vu ces derniers temps même, nos FDS, ils sont allés jusqu'à faire une incursion de l'autre côté du parc de W pour essayer de gérer un peu la situation. Bon, après, on a constaté ce qui s'est passé récemment à Makolondi, mais dans tous les cas, c'est une résultante des opérations qu'ils sont en train de faire de l'autre côté, puisque le Burkina aujourd'hui est incapable de gérer sa situation. Vous avez de l'autre côté de l'est du pays, le Nigeria, les géants à pays d'argile, puisque aujourd'hui le Nigeria est incapable de placer des militaires le long de la frontière du Niger, le long de la frontière avec le Tchad ou le Cameroun. Ce qui fait que nos forces sont obligées de ratisser à l'intérieur de leur territoire et peut-être aussi aller de l'autre côté, ce qui est extrêmement difficile vu les faibles moyens financiers et du point de vue matériel aussi de ces forces de défense et de sécurité. Et je pense que c'est ça qui constitue franchement
les problèmes aujourd'hui de l'État du Niger du point de vue sécuritaire. Les problèmes, c'est le Nigeria, les problèmes, c'est le Mali et les problèmes, c'est le Burkina. Si vous prenez dans la zone, il n'y a que le Niger et le Tchad qui sont aujourd'hui des pays qui sont relativement stables. Donc c'est très compliqué puisqu'il faut avoir des moyens du point de vue financier et militaire comme celui de l'Algérie pour pouvoir résister dans un océan de tempêtes, de tensions autour de soi, quoi. Moi, ma proposition reste comme celle de toujours. Il n'y a pas que la solution militaire par rapport à ce qui se passe. Il faut aussi une solution intellectuelle. Il faut qu'il y ait des travaux de recherche puisque les terroristes aujourd'hui ou les djihadistes, ce sont des gens qui utilisent les anciennes cartes, même les anciennes cartes d'avant l'arrivée des colons. Ils fonctionnent avec les cartes qui parlent des États islamiques qui ont existé, des États comme les États Hausa, les États Songhai et tout ce qui s'ensuit, les autres royaumes et les autres sultanats du point de vue religieux qui ont existé. C'est-à-dire qu'ils s'en fichent de la délimitation des frontières modernes. Donc il faut un travail de recherche pour comprendre ça. Puisque si on dit que l'islam est arrivé au Niger 47 ans après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que l'islam là, le vrai qui est arrivé ici 47 ans juste après le décès du prophète, il est où? Il faut que l'État fasse ce travail, il faut que nos universités essaie d'effectuer ce travail de recherche pour comprendre le vrai islam qui a été pratiqué ici sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui le Niger. Puisque les gens, franchement, il faut comprendre qu'il faut qu'il y ait un travail de recherche par rapport à ça. Puisque sans ce travail de recherche pour comprendre ça, en même temps, il faut que les gens aient le monopole de contrôle des religions. Puisque le Niger est un pays, par exemple, sunniste. Et on connaît, il y a aussi la religion chrétienne qui est là, mais on connaît, il y a l'église catholique et il y a l'ERN, l'église évangélique du Niger. Mais chaque matin quand vous vous réveillez, il y a une nouvelle mosquée. Chaque matin quand vous vous réveillez dans un quartier, il y a une nouvelle église. Quelqu'un qui a inventé une nouvelle religion et ainsi de suite. Et l'État n'a pas le contrôle de ça. Au nom de la laïcité de l'État, on laisse les gens inventer des religions, inventer des pratiques et tout ce qui s'ensuit, jusqu'à ce qu'il y ait un jour, au lieu que ça se passe dans des brousses ou dans les forêts ou dans les déserts, un jour ça va se passer dans nos villes et campagnes. Parce que l'État a perdu ce monopole de contrôle des religions. Puisqu'il y a des sectes, il y a n'importe quoi qui se crée aujourd'hui dans nos villes quand vous circulez. J'ai toujours une seule interrogation. Les forces étrangères, c'est le Niger qui les a invités ou bien ils sont venus d'eux-mêmes parce qu'ils veulent placer leur base et tout ce qui s'ensuit. Si c'est le Niger qui les a invités pour venir aider le Niger à sécuriser, moi je pense que par rapport au Burkina, au Mali, aux autres pays qui nous entourent, franchement, il y a une situation qui est meilleure par rapport aux résultats qu'ils ont donnés. Si ce sont eux qui sont venus d'eux-mêmes, normalement, ils doivent avoir un contrat cadre de leur présence, ils doivent avoir des ressources financières qui rentrent et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce sont des questions comme ça qu'il faut s'interroger. Mais quand même, quand on regarde globalement, franchement, vu les niveaux aujourd'hui, la sécurisation du territoire, et on peut dire que même si c'est une coïncidence, peut-être ces forces-là, ils ont contribué à quelque chose. Puisque, prenons le cas du Nigeria, malgré la richesse, les ressources financières et matérielles qui ont été mises dans cette guerre, aujourd'hui au Nigeria, vous n'avez pas un jour où il n'y a pas une attaque. Il n'y a pas un jour où une position militaire où des policiers nigérians ne sont pas attaqués. Alors qu'ici, aujourd'hui, on commence même à oublier ça. Ce n'est que ces derniers temps, avec la mine de Torodi et les postes de Makalondi, et que ça revient donc petit à petit, mais vraiment pas comme ce qu'on a connu. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, quelque part, si c'est un effort qui est fait de façon unilatérale par nos forces de l'ordre et de sécurité, il est fait, la situation elle est gérable. Si c'est aussi en contribution de tout ce qu'ils reçoivent comme matériel, de tout ce qu'ils reçoivent comme entraînement, de tout ce qu'ils reçoivent comme partage d'expérience de la part de nos amis étrangers qui sont là. Mais dans tous les cas, quelque part, il y a un résultat qui est là. Mais la question reste toujours la même. Ils sont là sur invitation de l'État du Niger, ou bien ils sont là parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin d'être là stratégiquement.